petit peu de sémantique avant de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que, ben, tout simplement, on va se rendre compte à travers les termes qu'on emploie que finalement, les différents acteurs que j'évoquais à l'instant n'ont pas forcément la même écoute, la même perception, la même attente finalement par rapport à ces termes. Commençons par l'incertitude. Dans une approche scientifique, l'incertitude, c'est un moteur. C'est même un moteur du questionnement. C'est ce sur quoi on fait des allers-retours entre des hypothèses et des faits. Et c'est une réalité avec laquelle les scientifiques ont l'habitude de travailler. Donc finalement, l'incertitude dans le domaine scientifique, c'est pas forcément une valeur négative, c'est quelque chose avec lequel on est familier. Pourtant, dans le langage courant, à partir du moment où on s'approche de la décision, ce qui est l'incertitude qualifie le non certain. Elle traduit l'hésitation. Ça ne rassure pas, en particulier lorsqu'il y a une décision qui est à la clé. Et lorsque, en face d'une situation de risque, de crise, de crainte pour sa santé, on a besoin d'être protégé, ben finalement, l'incertitude, c'est profondément inconfortable. Et on mesure à quel point, finalement, derrière ce choc sémantique, toute la place qu'il peut y avoir au moment de la prise de décision et la place évidemment grande ouverte que ça laisse pour des controverses qui vont avec. Alors, pour essayer de faire face à certaines incertitudes, finalement, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'apporter des éléments de réponse et c'est derrière ça que se développe le concept du poids des preuves. D'ailleurs, là encore, 30 secondes de sémantique, le poids, c'est ce qui pèse, c'est ce qui compte. D'ailleurs, la preuve, on peut même se demander si c'est un vocable plutôt mathématique ou juridique. Est-ce que c'est la preuve par neuf? Est-ce que c'est la preuve qui, à un moment donné, va emporter la conviction ou l'opinion d'un tribunal? Mais ce qui est très intéressant aussi à observer, c'est que finalement, cette notion de poids des preuves, elle vient du monde anglo-saxon, et nos collègues anglo-saxons parlent de weight of evidence. Et ce qui est finalement est intéressant, c'est de voir que la traduction de evidence, qui est plutôt la notion de fait objectif, a été traduit en preuve en français. Et on peut, je laisse à votre attention et à votre réflexion le pourquoi on a fait ce glissement entre évidence et preuve dans le vocable français. Alors, maintenant, troisième paramètre, la prise de décision en gestion de risque. De quel type de décision parle-t-on? C'est vrai on a en général cette image assez linéaire de la connaissance scientifique basée sur ce qu'on sait des risques, qui derrière ça est passé dans une moulinette d'évaluation, surtout depuis qu'en France ont été mis en place dans beaucoup de domaines finalement une certaine séparation entre l'évaluation scientifique des risques et l'action de gestion qui vient derrière. Et je rajouterai simplement au passage que cette action, elle peut être évidemment du côté de la sphère publique, mais pas que. Évidemment, ceux qui mettent en marché, ceux qui opèrent un certain nombre d'installations ou mettent des produits en vente, ont également cette même démarche à faire depuis la connaissance jusqu'à la gestion des risques qu'ils ont. La situation caricaturale à laquelle on est parfois confronté, c'est finalement de dire d'un côté, on a de la science qui fait une graduation fine de toutes les incertitudes, et puis on va pouvoir traverser tout le nuancier de la couleur ou des tonalités, si on veut, suivant qu'on est peintre ou musicien, et en face d'une décision qui, elle, aimerait bien avoir des oui ou des non. Et donc des oui ou des non qui ne sont pas forcément compatibles avec une graduation des conclusions telle que peut être amenée à le livrer une évaluation scientifique. C'est peut-être trop sous. Alors parfois, oui, certaines décisions sont en oui ou non, mais à mon sens, c'est trop souvent simpliste. Et effectivement, on va voir pourquoi. Donc, pourquoi ces points de vue peuvent néanmoins être réconciliables. Pour cela, un tout petit passage en revue de types d'actions en santé publique, donc finalement de décisions qui peuvent être prises au vu des évaluations. Bien sûr, il y a la caractérisation, et c'est le premier sujet qui occupe beaucoup de nos équipes, c'est l'identification des sources de danger et de la qualification de celle-ci. Est-ce qu'une substance, un facteur d'exposition, que ce soit un produit chimique, un facteur physique, est cancérigène, mutagène, reprotoxique, perturbateur endocrinien? Et ensuite, la question qui vient derrière, c'est comment on peut quantifier ces expositions pour déterminer un risque et ensuite conclure en vue de limiter ou de prévenir. D'une manière générale, en matière de décision, évidemment, les décisions les plus souhaitables, les plus attendues, ce sont les décisions de prévention primaire, donc qui éliminent à la source le risque, ça c'est l'idéal. Il n'est pas toujours atteignable, pourquoi? Mais parce que la source, elle peut être persistante, on a un certain nombre de polluants organiques qui sont persistants, elle peut être longue ou difficile à éradiquer. Je n'ai pas besoin de vous faire d'illustrations très longues sur ce qui se passe actuellement avec un pathogène bien connu qui s'appelle le SARS-CoV. Il y a ensuite des stratégies complémentaires en prévention secondaire, en prophylaxie, pour diminuer l'exposition, des recommandations d'éviction qui peuvent s'adresser aussi bien aux metteurs en marché, mais aussi être finalement des recommandations à l'instigation des consommateurs.
Finalement, dernier type d'action publique possible, ce sont des investigations complémentaires pour accroître la connaissance, mieux évaluer, mieux comprendre, bien entendu sous réserve qu'on ait suffisamment de temps et qu'il n'y ait pas que le facteur urgence ne soit pas le plus présent. Le dernier point qu'il faut avoir en tête, et c'est aussi pour ça que finalement, la décision publique, c'est pas toujours que du oui-non, c'est que face à la réalité des risques, et pour tout, en tout cas tous ceux qu'on est amené à observer à l'agence, la réalité est souvent très complexe et c'est un ensemble de barrières de défense, de systèmes de surveillance qui sont à prendre en compte. Et donc, effectivement, d'avoir des éléments qui cotent l'incertitude, c'est très, très important. Par rapport à ça, qu'a fait l'agence, notamment suite à ces travaux bien assez connus autour du bisphénol A, c'est de développer finalement des méthodes robustes, prédictibles, explicites sur l'intégration du poids des preuves et la pesée du poids des preuves et l'intégration des incertitudes. Juste quelques exemples, on a un certain nombre de rapports qui s'appellent méthodologie d'expertise en évaluation de risque qui ont été conduits sous la houlette de notre conseil scientifique et notamment publiés en 2016 et 2017 et qui tournent ou qui s'articulent autour de 3 étapes. Une première étape très importante, c'est l'expression du problème. On utilise pour ça des modèles type PICO, PECO pour bien caractériser le problème. Deuxième étape, investigation de la littérature avec une méthodologie très précise, poussée de manière scientifique et structurée avec des équations de recherche, des tris par tamis successifs, une pesée du caractère démonstratif, finalement, des éléments qu'on va pouvoir trouver et pour lesquels on va à chaque fois confronter les regards de différents scientifiques. Et ensuite, assembler les éléments par ligne de preuve, par voie d'exposition, en hiérarchisant les données. Est-ce que ce sont des données sur l'animal, sur l'humain, et en faisant toujours en ayant le souci de faire des allers-retours entre ce qui explicite à un moment donné une association, typiquement statistique, épidémiologique, et les éléments d'explication type biologique. Donc tout cela, ça se matérialise typiquement dans des revues systématiques de littérature. On emploie des méthodes type OAT. Et je vais donner simplement un exemple. Très récemment, on vient de sortir un avis sur les problématiques amiante et ingestion. L'amiante pour la respiration, tout le monde connaît. Par contre, la pesée du poids de preuve dans la littérature autour de l'amiante et de l'ingestion, ça nous a amené à réanalyser, interpréter toute la littérature et à peser les lignes de preuve pour essayer de sortir d'une manière normalisée et conclure d'une manière normalisée sur les dangers afférents. Deuxième point, c'est la prise en compte des incertitudes. Aujourd'hui, effectivement, on a pris l'habitude dans les avis de l'agence de mettre en lumière, de les recenser de manière systématique, de demander à nos experts de les peser, de les exprimer et finalement d'être capable de dire pour chaque source d'incertitude qui est identifiée, dans quel sens elles sont susceptibles de jouer, en faveur, en défaveur, est-ce qu'elles sont, et aussi d'essayer d'exprimer finalement le facteur d'importance d'une incertitude dans un résultat d'expertise. Tout cela pourquoi? Parce qu'effectivement, ce qu'on estime, c'est que ce n'est pas uniquement sur des expertises exceptionnelles qu'il faut être capable de le faire, mais d'une manière générale sur l'ensemble de nos produits d'expertise, et on s'attache à le faire. Dernier point, finalement, à quoi ça sert d'avoir des résultats aussi précis, alors que si on suivait Paul Valéry un peu trop vite, qui nous dit parfois tout ce qui est simple est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutilisable, mais parce qu'en fait, je suis personnellement convaincu de l'importance du dialogue entre évaluateurs et gestionnaires, pour une meilleure documentation ou une meilleure information, les amis anglo-saxons diraient risk-informed decision making, sur la base de ce que peut nous donner l'état de la connaissance et de la science, et tout cela de manière à permettre de faire en compte, d'une part, prendre en compte par le gestionnaire de risque la réalité du fait que les données scientifiques, ce n'est pas uniquement du noir ou blanc, mais c'est toute une gradation, toutes les nuances qu'apportent les incertitudes et l'état des connaissances. Et c'est aussi pour permettre finalement aux décideurs en matière de gestion de risque de prendre en compte d'autres éléments qui va peser en face des incertitudes. Quelle est l'utilité du facteur d'exposition auquel on est confronté, comment peser les conséquences d'une erreur sur un plan économique, sanitaire, sociétal. En tout cas, tout cela sont des éléments qui, pour moi, ont vocation à s'établir dans un dialogue entre évaluateurs et gestionnaires. Et ce dialogue, il est d'autant plus riche qu'effectivement, les scientifiques ont exprimé à la fois la gradation sur les incertitudes et sur le poids des preuves dans ce qu'ils ont examiné. Merci. Un très grand merci pour cette présentation d'une grande clarté et sur toute cette clarification sémantique qui est vraiment exceptionnelle, avec en plus l'expérience sous-jacente. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Jacques Cornu, qui est professeur, directeur d'Unisanté au Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne. Monsieur Cornu, vous avez la parole pour une dizaine de minutes aussi. Merci beaucoup, merci de l'invitation.
Et en fait, je pense que mes propos vont être très complémentaires aux propos de Mathieu Schuller. Je vous propose deux parties à mon intervention de quelques minutes. La première, c'est qu'on aborde lors de cette table ronde la fameuse dialectique entre les principes de prévention et les principes de précaution. Je pense que ça vaut la peine qu'on reparte de cette dichotomie parfois que l'on a dans les politiques publiques. Et puis, dans la deuxième partie de mon intervention, je vous propose de faire allusion à une méthode pour essayer de diminuer l'incertitude dans la prise de décision, notamment dans les politiques publiques, qui est la méthode Delphi, qui est une méthode qui essaye de trouver entre experts un consensus. Et on a vu à quel point ces démarches pouvaient être utiles dans ces moments de grande incertitude comme la crise Covid. Alors, concernant ces deux principes de prévention versus principe de précaution, alors sans entrer dans les détails, mais juste rappeler la différence est assez simple finalement. Lorsqu'on a un risque qui est avéré, eh bien, on est dans le principe de prévention, dans la mesure où on pense que le risque, justement, nécessite une prise de décision. Donc, le risque est avéré, on met en route le principe de prévention avec des mesures qui, généralement, sont des mesures qui sont acceptées par la population parce qu'on a eu auparavant un corpus de connaissances suffisant pour connaître le risque. Le risque est donc avéré et on est dans une perspective de principe de prévention. Par rapport au principe de précaution, où il y a un risque qui est supputé, un risque potentiel, mais qui n'est pas encore objectivé, qui n'est surtout pas quantifié, qui n'est pas confirmé. Et dans les principes de précaution, le fardeau de la charge, en fait, revient à celle ou celui, au groupe ou à l'industrie qui émet le produit qui est potentiellement à risque. Et pour principe de précaution, bien, on décide dans une politique publique de restreindre la diffusion de ce produit, voire de l'interdire. Alors, emblématiquement, si on prend un exemple qui peut parler à beaucoup d'entre nous, c'est le tabagisme. Le tabagisme actif a fait l'objet de nombreuses études en termes d'impact sur la santé, et ce qui a fait qu'en principe de prévention, on a fait en sorte que ce produit soit le moins demandé, selon notamment l'approche de la Banque mondiale. Il ne fallait pas qu'il soit moins offert, mais surtout moins demandé, donc moins valorisé. Donc, interdiction de la publicité, augmentation de la taxation, les choses sont bien connues. Et puis, toujours dans le tabagisme, il y a eu un principe de prévention qui a été également appliqué, c'est le tabagisme passif, quand on a objectivé, grâce à des données convergentes, qui étaient sans ambiguïté en termes d'impact du risque de cancer sur celles et ceux qui fumaient passivement. Et puis, toujours dans ce domaine du tabac, la nicotine, arrive la fameuse vaporette, la cigarette électronique, qui est, comme vous savez, un liquide dans lequel on met la nicotine avec du glycérol et d'autres substances dont on ne connaît aucune idée. On n'a aucune idée sur les conséquences à moyen et long terme, si ce n'est qu'à court terme, on est relativement rassuré, sauf quelques exceptions particulières de techniques de vapotage. Donc là, la question, doit-on appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire dans le doute, évitons que les gens commencent à vapoter. Alors, ce principe de précaution, en absence de données à moyen et long terme, est-ce qu'on doit le nuancer entre les fumeurs qui, eux, on sait que s'ils continuent à la cigarette standard, ils ont un risque avéré très important. Donc, on va au-delà on prend le pari qu'ils ont meilleur temps de se mettre au vapotage, alors que justement chez les jeunes, le principe de précaution leur dit surtout ne commencez pas le vapotage, vous ne fumez pas, mais ne commencez pas à vapoter. Par principe de précaution, chez les fumeurs, on leur dit principe de prévention, arrêtez de fumer, allez au vapotage parce que votre risque va nettement diminuer. Donc voilà, à mon avis, dans les politiques publiques, et également après la façon dont ces politiques publiques sont déclinées dans les pratiques cliniques ou individuelles, cette tension est très forte et je pense qu'on
on doit, à mes yeux, mieux promouvoir la différence entre l'un et l'autre afin que les décideurs politiques, mais également celles et ceux qui doivent relayer ces décisions, je pense notamment, et c'est ce que l'on fait ici, nous, à Unisanté, le centre de médecine générale et de santé publique, quand des soignants, des médecins, des infirmières doivent, face à leurs patients, face à des citoyens, se positionner par rapport à des produits toxiques et qui puissent bien apprécier si le risque est avéré ou il est supputé. Et puis, deuxième partie de mon intervention, c'est que quel que soit le niveau de risque, il est connu ou pas, il y a toujours une gradation, comme l'a dit M. Schuller. Et après, il faut prendre des décisions. Et là, je trouve que c'est dans une table ronde comme celle-ci, c'est important de rappeler qu'il y a des moyens de diminuer l'incertitude par les experts et de rendre une copie, si on passe l'expression, de rendre un rapport, de rendre un corpus de connaissances aux décideurs qui a été travaillé en interne des experts. Cette pâte à modeler, elle a été travaillée et on a essayé de trouver, parfois on n'y arrive pas, mais parfois on y arrive, on essaie de trouver entre experts devant justement plusieurs incertitudes, soit en termes d'importance du risque, soit sur le risque lui-même, trouver un consensus entre experts grâce à cette méthode Delphi qui fait référence à l'oracle de Delphes qui essaie de prédire l'avenir. Et là, comme vous le savez, les méthodes Delphi, c'est une méthode assez simple, semi-quantitative, où un groupe d'experts décide de plusieurs affirmations et ensuite soumet à un autre groupe d'experts ces affirmations. Ces experts doivent apprécier de 1 à 10 la qualité de l'affirmation. Et quand on est à 8, 9 ou 10 de consensus, on peut dire, ben voilà, cette affirmation est confirmée par les experts et on peut s'adresser aux politiques, aux décideurs. Voilà, là, on a trouvé un consensus parce que la grande majorité ont mis 8, 9 ou 10 à cette affirmation. Et puis, sur cette affirmation-là, on a des experts qui donnent 2, des experts qui donnent 4, des experts qui donnent 6, toujours sur une échelle de 10. On n'y arrive pas. Mais au moins, le décideur, il a vu le souci qu'avaient les experts de trouver un consensus avant de, si on passait l'expression, refiler la patate chaude aux décideurs. On a essayé de trouver entre experts un consensus. Donc, je crois que ces deux approches, la prise en compte et l'appréciation du principe de précaution versus le principe de prévention, d'une part, et la capacité à trouver des consensus entre experts, d'autre part, sont dans ce questionnement, le poids de la preuve et des incertitudes dans le processus de décision, doivent être, à mon avis, exposés lors de cette table ronde. Merci beaucoup, Monsieur Cornu. Voici 2 exposés qui me semblent vraiment d'une très grande clarté sur le plan de la gestion de la crise en elle-même et surtout la préparation. Et je vous propose maintenant de passer à une communication de Monsieur Carès. Hervé Carès est directeur associé de Nitidis, et Nitidis étant une agence de communication de crise. Et là, on est plus dans vraiment la gestion. Je vous passe la parole, Monsieur Carès. Je vous remercie, madame, et je vous remercie pour l'invitation. Bonjour à tous. Bon, le fait est, c'est que je travaille dans une agence de gestion et de communication de crise et je suis un ex-colonel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Pour étayer mon propos, je vais partager une présentation qui va chercher à donner des éléments de méthodologie pour gérer du mieux possible une situation de crise ou une situation sensible. Donc, je vais partager mon écran. Donc, le sujet que nous avons à traiter, c'est le poids de la preuve et des incertitudes dans le processus de décision. Alors, je me suis permis de le redéfinir très rapidement. Bon, sur un plan sémantique, la preuve, c'est avant tout une information valide avec une ou plusieurs sources sûres, c'est-à-dire contrôlées, et un contenu qui est vérifié, c'est-à-dire un message dont le contenu est vérifié et avéré. L'incertitude, c'est le propre de la gestion de crise, en fait. On est face à des informations imparfaites, l'impossibilité d'envisager toutes les solutions parce qu'il y a un manque de temps, l'incapacité d'analyser ces solutions, leurs conséquences, et bien sûr, on a des ressources limitées à disposition, qu'elles soient matérielles, humaines ou numériques. Alors, si je redéfinis le sujet sur le plan uniquement de la gestion de crise, sur le plan opérationnel et communicationnel, l'importance de l'information et de l'incertitude dans la décision
ou dans la prise de décision. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse sur ce qu'est une crise et comment va se positionner ce management de l'information et ce management de l'information et de la preuve durant les 4 phases d'une crise. Vous avez 3 phases actives dans une crise. La phase la plus difficile, c'est la première, ce qu'on appelle l'alerte, la phase d'alerte et de sauvegarde, qui est la phase la plus difficile pour un dispositif de gestion de crise. On va chercher à stabiliser et à éviter que la situation dégénère. Ensuite, vous avez la phase de stabilisation, où le système qui est à l'œuvre est en train de perdre de l'intensité. Et ensuite, on est sur la phase de résilience, où on est sur un moment de retour à la normale. Ces 3 phases sont les phases actives de toute gestion de crise, quelle que soit la gestion de crise. Et là, vous avez un management de l'information qui est nécessaire. Et ensuite, après, vous avez cette phase post-crise qui revêt de plus en plus d'importance maintenant, du fait des médias qui sont omniprésents, et surtout, je parle en particulier des médias que l'on trouve sur le web, et bien sûr des réseaux sociaux. Et c'est dans cette phase post-crise, qui peut commencer d'ailleurs bien en amont dans la phase de résilience, eh bien, vous allez avoir un management de l'information, mais surtout un management de la preuve, parce que vous allez avoir des éléments juridiques qui vont rentrer en jeu. Alors, dans toute organisation de crise, vous allez avoir 3 grandes fonctions. Une fonction décision, qui aura pour objet d'orienter et d'arbitrer ce qu'il y a à faire. Une fonction opération, qui va chercher à lutter contre les effets de la crise, les effets directs et indirects. Et une fonction communication qui aura pour propos de communiquer vers les parties prenantes externes, mais également vers les parties prenantes externes. Alors, je l'ai entendu un petit peu tout à l'heure par les 2 intervenants, lorsque vous êtes face à une situation de crise, eh bien, vous avez 2 cas de figure qui sont quand même sensiblement différents. C'est est-ce que l'événement a une cinétique lente dans la durée, très longue durée, ou est-ce que la cinétique est très rapide? Par exemple, un incendie, c'est une cinétique qui est en général très très rapide. Une inondation en plaine, c'est une cinétique lente, mais avec un événement qui est puissant. Vous avez votre dispositif de gestion de crise qui va être confronté à ce dilemme de la rationalité limitée, information imparfaite, impossibilité d'envisager toutes les solutions, incapacité d'analyser les effets des solutions et leurs conséquences, et bien sûr des ressources limitées à disposition dans un premier temps. Vous avez des éléments favorables ou défavorables qui vont permettre à ce dispositif de gestion de crise d'agir dans de plus ou moins bonnes conditions. Les éléments favorables, est-ce qu'il y a un plan en amont? Est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce que les équipes sont formées? Est-ce qu'elles sont entraînées? Est-ce qu'il y a déjà eu des retours d'expérience? Les éléments défavorables, bien sûr les circonstances, le contexte, la pression, et je parle en particulier de la pression médiatique, l'urgence notamment les urgences humaines, et bien sûr l'incertitude. Dans ce cas de figure, vous allez avoir 2 modes de gestion de crise qui sont totalement dichotomiques. La plupart des dispositifs de gestion de crise sont souvent en action-réaction, ce qui fait qu'ils traitent de manière linéaire des éléments aux conséquences disparates. Hein. Et donc, ils vont peut-être accorder beaucoup d'importance à des événements qui leur paraissent importants sur le moment, mais sans avoir imaginé les effets collatéraux sur un plan large ou dans la durée de ces événements. Et ensuite, vous avez un mode de gestion qui est stratégique, parce qu'en amont, on a bien identifié les enjeux pour l'organisation considérée, et ça permet de déterminer des objectifs, des efforts et des priorités. Alors, je l'ai entendu, bien sûr, ce qui compte, bien sûr, c'est tout ce processus de préparation en amont. Alors évidemment, il y a les événements qui sont disruptifs, c'est-à-dire des événements que l'on ne peut pas avoir prévus, mais vous avez quand même une cartographie des risques et donc potentiellement des crises qui pourraient atteindre l'organisation considérée. Il y a des méthodes pour cela, bien sûr, notamment les matrices de criticité, qui sont des matrices qui permettent, en fonction de la fréquence, c'est-à-dire la probabilité de l'événement probable, possible, et de sa gravité, c'est-à-dire de son impact, d'imaginer les crises qu'il faut planifier et scénariser en amont. Et bien sûr, ensuite, ce classement de ces crises en fonction de scénarios majeurs, scénarios majeurs et scénarios, on va dire, minimes par rapport à la criticité. Je rappelle que la criticité, c'est le produit
de la gravité, c'est-à-dire de l'impact par rapport à la probabilité. Ce n'est pas en fait une méthode qu'il faut considérer comme une méthode mathématique, mais c'est une méthode d'aide à la décision en amont, de manière à préparer des plans pour faire face aux situations de crise les plus critiques. Ensuite, dans le processus de décision, bien sûr, chaque organisation a des enjeux. Bon, j'ai mis là 4 enjeux à titre d'exemple. Des enjeux opérationnels, des enjeux réputationnels, des enjeux territoriaux, environnementaux, communicationnels, juridiques également. Donc, il faut être bien conscient des enjeux qui sont liés à l'organisation, c'est-à-dire de ce que l'on peut perdre ou gagner face à la situation que l'on a à gérer. Ensuite, dans le processus de décision, la plupart des gestionnaires de crise expérimentés vous le diront, bien sûr, la clé, c'est l'anticipation. Alors, l'anticipation, c'est un mot que tout le monde emploie très, très souvent, mais si on se ramène à l'essence de ce mot, c'est bien imaginer par avance ce qui peut se passer. Et pour imaginer par avance ce qui peut se passer, il faut avoir de l'information, même si elle est parcellaire, avoir de l'information. À partir de cette information que l'on a croisée, imaginer ce qui peut se passer, c'est-à-dire quel est le scénario le plus probable, quel est le scénario le plus critique, le plus défavorable. Et si vous arrivez rapidement à vous dire que votre scénario le plus défavorable, c'est également le plus probable, vous êtes vraiment dans une situation qui méritera l'engagement de moyens importants. Ensuite, bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire une planification à chaud. Quand je dis à chaud, c'est pendant la crise, très rapidement, pour organiser votre réponse face à l'événement. Et vous pouvez bien également, pour cela, vous appuyer sur une planification froide, c'est-à-dire une planification que vous auriez fait en amont de la crise à partir de vos scénarios et de votre matrice de criticité. Vous avez évalué l'ensemble des risques qui pouvaient impacter votre organisation. Alors, la planification, c'est un élément important, mais la planification ne va jamais dicter ce qui va se passer en conduite de crise. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'avoir en amont déjà rassemblé des moyens matériels et également d'avoir permis aux gens de réfléchir sur des situations potentiellement critiques. Alors ensuite, les processus de décision, eh bien, bon, moi je viens d'une culture militaire où on utilise beaucoup de processus d'aide à la décision et même de processus de planification. Mais si on peut se ramener de manière prosaïque à un processus de décision, eh bien, c'est que se passe-t-il, hein, de quoi s'agit-il, pourquoi, quel est l'impact de ce qui se passe, comment est-ce que le phénomène se développe, quand, où est-ce que, avec quelle cinétique rapide, lente, à quel endroit, est-ce qu'il y a des effets collatéraux, qui est impacté, qui pourrait gêner notre action. Globalement, avoir un certain nombre de questions de manière à bien cerner l'événement. On peut également utiliser des matrices SWOT, qui sont des matrices qui sont très, très utiles et que j'utilise souvent, notamment lorsque je fais des audits de dispositifs de gestion de crise ou d'organisation. Hein, vous rassemblez les forces d'une organisation, leurs faiblesses, vous regardez globalement les menaces, c'est-à-dire les risques qui peuvent les impacter, et à partir des opportunités, vous voyez les recommandations ou les actions qui permettent de faire face aux risques qui sont en train de se développer. Donc globalement, cette méthode d'aide à la décision qui est assez simple permet de définir un objectif qui devrait répondre aux risques que vous avez identifiés et aux enjeux de l'organisation, de manière à avoir un objectif opérationnel qui permette de faire face à ce qui se passe. Et l'objectif opérationnel, bien sûr, c'est un objectif qui doit être circonstancié, ensuite déployé par une coordination d'actions et une planification de ces actions. Alors, dans tout processus de décision, il y a des outils comme la matrice d'Eisenhower, que beaucoup de personnes également connaissent, hein, où on permet de classifier les actions à réaliser, hein, avec les actions qu'il y a à faire tout de suite et celles que l'on peut déléguer ou éliminer ou celles que l'on peut planifier. Bien sûr, vous voyez qu'à ce moment-là, la matrice d'Eisenhower, toute la responsabilité du choix va reposer sur celui qui assume la fonction de décision, c'est-à-dire le décideur de crise ou le directeur de crise. Alors, pour résumer mon propos, je pense qu'il y a un mémotechnique qui permet très rapidement, lorsqu'on est face à une situation planifiée ou disruptive, c'est-à-dire une situation qu'on n'aurait pas pu imaginer par avance, c'est le mémotechnique Krezop et qui permet justement d'avoir cette approche stratégique et éviter de sortir du processus d'action-réaction. C'est bien évaluer le contexte et bien comprendre le contexte, bien évaluer les risques
que ce soit les risques opérationnels, communicationnels, juridiques, faire tout le panel des risques très très rapidement. Quels sont les enjeux pour l'organisation? Les scénarios que l'on peut tirer de cette analyse du triptyque du contexte, des risques, des enjeux, avec notamment le scénario le plus critique, les objectifs, que ce soit les objectifs sur le plan opérationnel, que les objectifs sur le plan communicationnel vis-à-vis des parties prenantes externes et vis-à-vis des parties prenantes internes, et bien sûr le plan, c'est-à-dire comment on va organiser la réponse et comment on va la coordonner dans le temps et dans l'espace. Voilà, bah, écoutez, j'en ai terminé. Un grand merci, Monsieur Carès. Une présentation là encore extrêmement claire et qui dénote une longue expérience. Et je vais passer la parole au 5e orateur, Julie Gebel, qui est philosophe des sciences, qui travaille à l'Institut de philosophie de l'Université de Berne et qui est par ailleurs affiliée à l'Institut et qui travaille aussi alors je ne sais pas le prononcer, SCHGER, Center for Climate Change Research. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie de l'invitation et puis je remercie les personnes qui ont parlé avant moi, c'était extrêmement intéressant. Je vais faire une brève présentation en 3 points majeurs. Le premier portera sur finalement la pluralité des incertitudes qui impactent les sciences et les expertises scientifiques nécessaires à la gestion des risques. Dans un deuxième temps, comment on évalue une expertise quand on n'est pas un expert, quand on est un citoyen lambda, par exemple. Et puis enfin, je voudrais dire quelque chose sur la possibilité finalement de prendre en compte les besoins, les valeurs, voire les connaissances des citoyens ou des parties prenantes à l'intérieur même de la production d'expertise en particulier pour pouvoir bien gérer les risques et prendre des décisions politiques légitimes. Dans un premier temps, donc, sur la preuve et les incertitudes, alors déjà les personnes qui sont intervenues avant moi ont donné quelques définitions. Déjà, peut-être, je devrais dire que les exemples que j'ai en tête lorsque je parle, sont des exemples d'expertise scientifique ou plutôt des exemples de sciences qui sont utilisées pour instruire les prises de décision politiques, comme par exemple les sciences du climat, l'écologie, la physique nucléaire ou l'épidémiologie, bien sûr. Et puis, dans ce contexte-là, dans ce contexte scientifique-là, les preuves sont souvent des éléments qui sont restreints, puisque comme l'ont dit les personnes avant moi, ces preuves-là, souvent, sont soit des observations, hein, des observations, je dirais, empiriques, soit les résultats d'une démonstration rigoureuse, un peu comme dans les mathématiques avec les théorèmes. Les incertitudes, elles sont multiples et je pense que c'est intéressant d'insister là-dessus. D'abord, il y a des incertitudes qui sont liées à la nature même du système que l'on étudie, à la complexité de ce système-là. Par exemple, dans le cas des sciences du climat, le climat est un système chaotique, spontanément variable, extrêmement complexe et en ce sens, il y a une incertitude qui est très difficile à surmonter puisqu'elle est inhérente au système lui-même. Il y a donc cette incertitude-là, en philosophie, on aime bien l'appeler l'incertitude ontique. Une autre type d'incertitude, c'est l'incertitude qu'on appelle épistémique, qui est liée à l'état de la connaissance des sujets. Le fait qu'on peut manquer d'observation ou on peut manquer de théorie pour pouvoir effectivement appréhender le système que l'on cherche à étudier. D'autres types d'incertitudes sont liés aux outils que l'on utilise pour pouvoir anticiper le comportement du système. Et je pense en particulier évidemment à la modélisation et à la modélisation mathématique. Donc il y a un certain nombre d'incertitudes qui sont liées au fait que lorsqu'on cherche à représenter un système pour pouvoir en anticiper son comportement, ça peut être le comportement d'une centrale nucléaire, ça peut être le comportement de transmission d'un virus, ça peut être le comportement du changement climatique. On va devoir représenter le système en question et
lorsqu'on représente ce système, pour pouvoir, en anticiper le comportement, eh bien, on fait un certain nombre de, simplifications, d'abstractions. On nomme certaines propriétés du système, on idéalise d'autres propriétés du système et tout cela, eh bien, produit, des incertitudes ou enfin peut produire des incertitudes. Je pense que c'est important donc de se rendre compte qu'il y a comme ça un gradient enfin un spectre pardon, d'incertitude, hem, plus ou moins difficile à surmonter. Hem, alors je pense que, il peut être intéressant d'illustrer, cela dans le cadre, des sciences du climat. Par exemple, lorsqu'on veut, représenter, l'évolution, du changement climatique, de par le monde, les groupes de recherche vont modéliser, le changement climatique, vont, représenter le système climatique en faisant donc des choix de simplification et d'idéalisation et de différents modèles qui vont être développés, dans le monde, on va obtenir différentes prédictions climatiques et c'est la dispersion des prédictions climatiques que ces modèles fournissent, cette dispersion qui va être utilisée pour quantifier numériquement, hein, les incertitudes et souvent on va les quantifier sous forme de probabilités. C'est ces probabilités-là, que vont fournir les climatologues aux décideurs politiques. Et ce qui est, intéressant ensuite, c'est de s'interroger sur comment, à partir de cette quantification des incertitudes, on peut prendre des décisions, quel type de raisonnement on peut avoir, du type, principe de précaution. Par exemple, on peut être intéressé aux projections les pires. On peut aussi imaginer que la pluralité des prédictions climatiques, va correspondre à une pluralité de points de vue ou de perspectives différentes, selon, l'équipe, de modélisation qui les aura développées. Voilà, ça c'était pour le 1er point sur la pluralité des incertitudes et déjà je vois que je suis à court de temps. Le 2e point, il est sur, l'évaluation de l'expertise. Je pense qu'il est intéressant de souligner la manière dont généralement on va, différencier la science, l'expertise qui va elle-même jouer d'intermédiaire avec le domaine politique. Et la science, souvent, va être utilisée comme, figure d'autorité épistémique. On va la voir comme une entreprise autonome qui poursuit ses propres fins et qui va produire des connaissances fiables et absolument objectives. C'est l'idée, c'est un idéal et évidemment, c'est pas forcément, satisfait en pratique. L'expertise, ce qui va être intéressant, c'est que l'expertise va, à partir des connaissances scientifiques, produire, une information utile à la politique, donc non seulement fiable, mais utile à la politique et elle va gérer des incertitudes et ça, c'est venu plusieurs fois, dans les présentations précédentes. Ce sont des incertitudes qui sont liées fortement au risque. C'est, je pense une caractéristique intéressante entre, l'expertise et les sciences, c'est que dans l'expertise, effectivement, il va y avoir une production de jugements d'experts. La connaissance, les jugements d'experts se différencient, de la connaissance en tant que telle, au sens où elles sont, produites lorsque, il n'y a pas forcément, de théorie ou d'observation disponible, et on a besoin d'un expert ou d'une experte pour, donner des opinions, ou faire des recommandations sur un sujet où l'incertitude est élevée. Et alors c'est là effectivement que l'on peut, éventuellement utiliser un comité d'experts et demander, à ce comité d'experts de formuler, une opinion que l'on agrège, via, la méthode Delphi, dont a parlé, Jacques Cornu, par exemple. Et puis ensuite, à partir de cette expertise, qui est encore censée être objective, on peut prendre des décisions, dans, le domaine politique où là, est autorisé,
des considérations qui reposent sur des valeurs sociales, politiques, culturelles, économiques, etc. Ça, c'est encore une fois, c'est selon un idéal que l'on peut appeler le modèle linéaire de l'expertise ou bien les sciences libres de valeur, selon lequel ni les sciences ni les expertises seraient influencées par des valeurs sociales, politiques, économiques, etc. Alors, ouais, je me rends compte que j'avais beaucoup trop de choses que je voulais vous dire en si peu de temps, mais je pense qu'il est intéressant juste de lister dans un premier temps le type de critères d'évaluation que le profane peut avoir lorsqu'il veut trancher entre deux experts qui sont en désaccord les uns avec les autres. Le premier critère qui est discuté dans la littérature en philosophie de la connaissance, c'est le bilan, c'est-à-dire le nombre de publications passées et présentes de l'expert. Donc quand vous voyez deux experts à la télé qui ne sont pas d'accord entre eux, l'idée c'est de regarder eh bien, si ces experts ont publié sur les sujets en question, ont eu des contributions scientifiques sur ces sujets-là. Le deuxième critère qui est discuté, c'est l'impartialité. C'est de savoir si les experts sont influencés par des intérêts particuliers qui les amènent à tenir telle ou telle proposition. Le troisième critère, c'est la validité de la démonstration, et ça ne peut être que limité, au sens où le but, c'est d'évaluer dans quelle mesure les arguments fournis par les experts sont des arguments explicites et solides. Et enfin, le quatrième critère, c'est le consensus. Il s'agit de regarder si une majorité des experts sont d'accord entre eux. Alors, l'ensemble de ces critères sont discutés dans la littérature en philosophie de la connaissance et sont discutables. On peut d'ailleurs les discuter ensemble plus tard. Enfin, je veux dire juste un mot, je vois que je suis déjà au-delà de 10 minutes, je veux dire juste un mot sur la tendance actuelle, en particulier dans ce qu'on appelle les services climatiques, d'introduire au sein de l'information de l'expertise des considérations liées aux parties prenantes. C'est-à-dire que le but aujourd'hui n'est plus de fournir de la connaissance qui serait fiable et absolument objective, mais au contraire une information qui serait utile et donc fiable, pertinente pour les parties prenantes, intelligible et légitime au sens où précisément elle serait cohérente avec les valeurs de ces parties prenantes. Et là, la philosophie, elle est différente puisqu'il s'agit au contraire d'impliquer, ça peut être des citoyens, ça peut être des parties prenantes de manière générale, dans la manière d'élaborer les outils qui vont permettre la production de la connaissance. Voilà, je m'arrête là parce que je prends. Un très grand merci. J'ai conscience que demander à une philosophe de faire tenir son exposé en 10 minutes, c'était un petit peu cruel. Mais vous l'avez remarquablement fait. Je vous remercie tous les quatre pour la clarté de vos exposés. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les exemples pris par chacun d'entre vous, si on cite l'amiante, les perturbateurs endocriniens, le tabac, les catastrophes naturelles, le climat, montrent à quel point vous avez réussi à donner un vrai panel de ce que c'est que la crise. Et c'est une preuve de vos expériences les uns et les autres très riches. On va ouvrir à proprement parler la table ronde et d'abord vous avez peut-être vu dans le chat une annonce de Monsieur Carès qui dit que sa présentation est disponible au format PDF pour ceux qui le désirent. Je vous remercie. Je pense que beaucoup de gens sont intéressés et on va commencer peut-être avant le débat entre vous par une question de Jean Simos adressée à Jacques Cornu. Merci Jacques, peux-tu dire un mot sur les limites d'application de la méthodologie Delphi, par exemple le temps que cela exige pour effectuer les différentes itérations? Oui, effectivement, c'est une question importante. Alors, cela dépend évidemment de la thématique et des moyens qu'on se met à disposition, mais en général, il faut compter plusieurs semaines à quelques mois de manière générale pour obtenir, puisqu'en général, il y a de 2 à 3 rounds qui est réalisé pour trouver le consensus. Parfois, c'est plus rapide, ça peut être quelques semaines, parfois, ça peut être jusqu'à quelques mois. Mais c'est l'occasion de dire que justement, compte tenu des enjeux actuels des politiques publiques,
quand on a un rôle d'expert, que ce soit par sa fonction commerciale, sa fonction facultaire ou une autre fonction publique, on devrait assumer que ça fait partie de nos missions. Et j'appelle moi de mes voeux, par exemple, pour le Covid-19, qui est, comme il y a le GIEC pour le climat, il devrait y avoir le GIEC du Covid-19, où vous avez des experts, par exemple en Europe, qui accepteraient qu'ils peuvent être sollicités régulièrement pour trouver des consensus entre eux et qu'ils doivent prioriser là-dessus. Parce que si on priorise, finalement, en 4 à 5 semaines, on peut avoir un consensus. Mais évidemment, si on fait ça en plus de tout, comme souvent dans notre pratique, ben effectivement, on fait ça dimanche, on fait ça un soir, on fait ça, etc. Et c'est ce qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut faire des relances. Donc peut-être que on pourrait imaginer un groupe, un réseau d'experts qui acceptent que c'est dans leur priorité et par conséquent, ça sera un peu plus court que quelques mois et on pourrait possiblement faire ça en quelques semaines. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de vous donner la parole sur demande à vous quatre, parce que je suis sûre que vous avez les uns et les autres des commentaires sur les exposés de vos collègues de la table ronde. Qui veut parler en premier? Oui, Mathieu Choulard. Peut-être pour Julie Jebel, moi, ce que j'apprécie particulièrement, alors j'ai peut-être pas choisi des exemples qui étaient forcément dans des temps courts, même bien entendu à l'agence on en a aussi. Et en fait, il y a un point qui m'a frappé et que je trouve très intéressant, c'est que d'une manière générale, lorsque le temps est très court, effectivement, ce qui va manquer, c'est pas forcément tant des connaissances scientifiques que des données auxquelles on peut confronter aussi la réalité des observations. J'ai en tête par exemple l'incendie de Lubrizol et la gestion des suites de l'incendie de Lubrizol. Et je pense qu'aujourd'hui, les systèmes de crise, d'ailleurs que Hervé Carrès nous a décrit avec précision tout à l'heure, ils sont très bien construits ils sont construits pour essayer de capter et de faire remonter vers les évaluateurs que nous sommes les données réunies par l'action publique, et qu'effectivement, ça pourrait être une source d'efficience et d'accroissement à la fois de la pertinence, mais aussi de la crédibilité, parce que je suis d'accord avec vous que le fait d'impliquer et de montrer qu'on s'intéresse à l'ensemble de ce qui peut remonter, incertitude comprise, et majeure, c'est effectivement d'être capable d'accueillir d'autres formes de données qui sont collectées différemment et de manière complémentaire. Je ne les oppose pas les unes aux autres de celles qui sont collectées, on va dire, par les capteurs de l'action publique, les dispositifs de surveillance, de prélèvement, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc là, je trouve que c'était intéressant dans ce que vous avez présenté, parce que finalement, on voit à la fois qu'on peut satisfaire deux objectifs. L'un qui est d'acquérir plus vite des éléments qui remontent du terrain, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité à accéder au terrain, et d'autre part, rapporter plus rapidement des éléments, quitte ensuite à en faire le tri. De toute façon, quand on a un ensemble de données, on sait qu'il y a du bruit dans les données, et c'est bien normal. Oui, merci, effectivement. Et la difficulté, moi, je trouve, dans ces situations-là, le cas du Lubrizol ou d'autres cas, c'est que ces situations accidentelles sont souvent des situations inédites pour lesquelles on manque cruellement de données, précisément. Une autre remarque? Moi, je n'ai pas. Pardon. Allez-y. Non, je vais faire deux remarques. En fait, j'ai regardé là pendant que vous parliez de la méthode Delphi, j'en avais entendu parler, et j'ai vu comment elle se structurait, et j'ai bien écouté le temps qui est imparti, la complexité de cette méthode. Je pense que c'est une méthode qui est vraiment très intéressante pour développer des politiques sur des sujets sensibles, mais vraiment, je pense que c'est une méthode à écarter lorsqu'on est en situation de crise, parce qu'elle est vraiment trop compliquée pour faire face de manière sereine à une situation dans laquelle, bien souvent, les personnes, notamment ceux qui auront à décider, vont être déstabilisés psychologiquement. Ensuite, concernant la simulation opérationnelle, donc j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup en simulation opérationnelle, et notamment simulation opérationnelle assistée par intelligence artificielle. Et je pense que c'est intéressant pour tout ce qui est processus de planification,
pour modéliser des phénomènes et voir les réponses opérationnelles que l'on peut apporter à ces phénomènes sur le terrain, en modélisant même les actions d'ailleurs des acteurs qui seraient amenés à agir sur le terrain, par exemple sur une inondation. Donc c'est très intéressant pour valider des plans en amont. C'est ce que font les militaires depuis des années, notamment l'armée américaine, et c'est en train de devenir un sujet à part entière sur les risques industriels, sur les risques naturels, et je pense que bientôt sur les risques pandémie. D'ailleurs, c'était un sujet que l'on comptait aborder avec un de nos partenaires, modéliser une épidémie et voir comment le système et le système sanitaire et les urgences également, les services d'urgence peuvent y répondre sur, par exemple, une ville que l'on pourrait modéliser. Et également, donc ça c'est la partie modélisation appliquée à la planification. Et le deuxième point qui est très intéressant derrière la simulation opérationnelle, c'est l'entraînement, en fait, l'entraînement des structures de crise, parce qu'on arrive à simuler de manière très, très réaliste, avec des vraies actions-réactions qui sont, on va dire, très, très probantes grâce à la simulation opérationnelle assistée par intelligence artificielle, des situations qui mettent en difficulté des dispositifs de crise. Voilà, c'était les 2 points que je voulais aborder. Merci. Julie Chébel, vous vouliez intervenir? Oui, moi j'avais juste une question sur la notion de consensus dans la méthode Delphi, donc à l'attention parce que je me demande dans quelle mesure c'est un consensus qui est toujours désirable. En particulier, je pense qu'il y a certaines conditions qui doivent être satisfaites, comme l'indépendance entre les experts qui sont sondés, la non-existence plutôt de biais communs entre eux, et dans quelle mesure ce consensus il est toujours désirable, ou sous quelles conditions il est toujours désirable. Bon, ben, l'un et l'autre, vous décrivez les limites de cette approche qui est tout à fait, qui est effectivement connue et qu'il ne faut pas ignorer. Maintenant, on n'a pas beaucoup d'approches, à mes yeux en tout cas, qui sont reconnues sur le plan scientifique en termes de validité méthodologique, au-delà du Delphi, pour avoir un consensus en cas d'incertitude. Mais c'était dit, effectivement, il faut que les experts jouent le jeu de l'indépendance. Il faut pas, s'ils ont des conflits d'intérêts, il faut qu'ils les signalent d'emblée. Mais quand on prend un certain nombre, on estime que pour saturer la thématique, ça dépend celle-ci, mais pour saturer, disons, le processus, il faut plusieurs dizaines d'experts, il en faut, alors ça peut être 50, ça peut être 80, mais au-delà de 20 ou 30, le poids d'un individu devient marginal, donc c'est pas lui qui peut modifier, mais il faut alors, dans les requis pour un processus Delphi solide, il faut plusieurs dizaines d'experts, oui. Merci de le rappeler. Oui. D'autres remarques? Oui, Julie. J'ai plein de questions, il faut peut-être m'arrêter, mais j'ai une question à Mathieu Schuller. À la toute fin, vous avez décliné 3 moments: l'expression du problème, l'investigation et l'assemblage des éléments avec hiérarchisation. Et je voudrais juste en savoir un tout petit peu plus sur ce que vous entendez par l'assemblage des éléments avec hiérarchisation. Qu'est-ce qui permet cette hiérarchisation, justement? J'enlève mon micro, voilà, sinon ma réponse ne va pas être très audible. Il y a pour moi il y a des éléments de hiérarchisation qui vont être intrinsèques et d'autres qui vont être plutôt extrinsèques. Dans une méthode de type analyse des poids de preuve, là je vais parler des méthodes OAT ou de celles qu'on utilise nous à l'agence. Là on est d'accord, on est sur des sujets où on a du temps. On n'est pas sur la réponse crise. D'une part, on va avoir typiquement la partie extrinsèque, c'est finalement le poids qui va être donné à des études en santé animale versus des études en santé humaine n'est pas forcément le même. La manière dont on assemble dont on rassemble les connaissances issues de la revue systématique de littérature en ligne de preuve, ça va ensuite également est une forme de tri, puisque finalement, par rapport au problème identifié,
On va essayer de trier les papiers scientifiques dans des boîtes. Après, là où on va avoir une hiérarchisation qui est plus intrinsèque, donc au papier lui-même, c'est que vous allez avoir une double revue des papiers, d'abord sur, alors il y a là aussi des étapes successives, d'abord sur résumé, puis ensuite sur le contenu scientifique lui-même par rapport à la question telle qu'elle a été formulée. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une revue du papier, il nous plaît, il ne nous plaît pas. C'est par rapport au problème qui est examiné, quel est l'élément, comment le problème est démonstratif, est-ce que les expositions sont bien documentées, est-ce que le raisonnement scientifique est clair. Et là, ce qui va garantir la systématique, c'est finalement 2 experts sont mandatés pour revoir les papiers de manière indépendante. On leur demande de faire en sorte que cette revue de papier soit exprimée, c'est-à-dire c'est un document, ce n'est pas uniquement une expression orale comme on a à l'instant ensemble. Et ensuite, le point le plus important, c'est qu'ils en parlent ensemble. C'est-à-dire que ce que les 2 experts ont fait, il est ensuite redébattu dans le collectif d'experts pour finalement faire en sorte qu'il y ait une création, là aussi, d'une forme de consensus sur la manière dont le document va peser, entre guillemets, par rapport au raisonnement. Donc, c'est vraiment un tamis successif. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, typiquement les papiers épidémiologiques vont être utilisés plutôt pour examiner la force d'une association entre une exposition à un facteur de risque et un effet sanitaire. Mais par contre, pour ensuite avancer dans la conclusion, dans la hiérarchisation, ce sera d'autant plus fort si, au-delà de l'association, il y a des éléments, notamment en toxicologie ou dans d'autres disciplines, qui vont faire un lien de type explicatif. Donc là, on va être dans l'épistémologie, sur est-ce que j'ai des éléments mécanistiques de biologie, de sciences du vivant, de sciences de l'environnement, suivant que j'étudie un effet humain ou environnemental, qui viennent expliquer l'effet sanitaire que j'ai observé, dont j'ai observé la force sur un plan statistique. Donc, c'est ces différents composantes qui sont agrégées avec un mécanisme très, très, très structuré qui va conclure derrière sur différentes forces en termes de poids de preuve pour conclure qu'effectivement, on a un niveau de preuve qui est fort, la confiance est forte sur le fait que l'association est avérée, modérée, faible, voire inadéquat, c'est-à-dire que les preuves apportées par le corpus sont insuffisantes pour se prononcer. D'ailleurs, c'est un cas qui est assez fréquent. A contrario, et là on va rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la notion, on va dire, de précaution déjà dans l'approche scientifique, le fait d'avoir une absence d'effet sanitaire, là, nécessite impérativement une confiance forte. Donc, on voit que la pesée des niveaux de preuve, suivant qu'on conclut à une association ou à une absence d'association, l'attendu n'est pas le même. Merci. D'autres remarques? Moi, j'en ai une un peu sur la prise en compte dans un fort contexte d'incertitude sur la causalité d'un effet, la prise en compte de la perception du public, des groupes de pression. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible à l'ANSES et j'aimerais que vous en disiez un mot. Merci pour cette question. Effectivement, c'est un sujet qui potentiellement est sensible. Nous, ce que l'agence s'efforce de faire, d'abord, je ne l'ai pas expliqué ou rappelé dans mon propos liminaire, mais effectivement, notre processus d'expertise fait que pour répondre à une question ou à un mandat, une saisine qui nous est confiée, on va réunir un collectif d'experts qui viennent du monde académique, universitaire, des grands établissements français et étrangers francophones, et à qui on va ensuite confier l'analyse des questions que l'on a. Première chose à laquelle on va s'attacher, c'est avant de les embarquer, on va bien sûr examiner leurs compétences scientifiques, mais également analyser leurs liens. Après, ça ne prémunit pas de tout. Et le deuxième point que l'on fait également, c'est que c'est une particularité de l'agence, mais pour l'instant, on tient ce cap, c'est que la composition du groupe n'est partagé qu'au moment où nous libérons l'avis de l'agence qui est basé sur les conclusions, les recommandations et les rapports des experts. Bon. Je n'ai pas de questions dans le chat.
Écoutez, je vous propose de conclure cette table ronde que personnellement j'ai trouvée passionnante et très étayée, très multiforme et intéressante. J'avais envie de conclure sur cette description de la science donnée par Julie Gebey, que j'aime bien, et je vais vous y faire référence. Et je trouve que le fait de qualifier la science de figure d'autorité épistémique, eh bien, c'est quelque chose de rassurant, même si ça n'est pas toujours perçu comme ça par tout le monde. Voilà, je vous remercie à tous de votre contribution et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour votre invitation et merci. Au Merci à revoir. tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.